La mine à Saint-Étienne finit doucement ses jours et sa disparition n'aura pas trop posé de problème. Mais son souvenir n'est peut-être pas prêt de s'éteindre. Si l'on a bien vite essayé de faire disparaître la grisaille qui l'entourait, tout n'est pas parti aussi facilement que la poussière de charbon. Saint-Étienne, qui demeure encore dans l'imagination de beaucoup de Français une ville noire et triste, conserve également une image de marque liée indirectement à la mine, celle du record de France pour la densité de bistrots au kilomètre carré, le pot de rouge étant indissociable du charbon noir. Les bistrots de Saint-Étienne restent une véritable institution, mais le record absolu pour la concentration de débit de boissons est maintenant détenu par Nantes devant Marseille. En effet, si après la Deuxième Guerre mondiale, Saint-Étienne disposait encore d'un bistrot pour 150 habitants, femmes et enfants compris, la proportion est désormais tombée à 1 pour 250. Quand la population augmentait de 50 000 habitants, plus de 150 cafés étaient amenés à fermer leurs portes. Il en reste tout de même un millier. Les cafés demeurés prospères le doivent à leur patron et à leur spécialité. Celui-ci tient du muscat dont il a fait un emblème, 80 à 90% de ses ventes. Ses clients, des femmes pour plus de la moitié, y viennent périodiquement à la sortie des magasins ou du travail, et si la fréquence des passages est variable, il se consomme ici globalement 3500 à 4000 litres de muscat par mois. Pourtant, à Saint-Étienne, on boit assez peu d'apéritifs et bien moins encore de bière et de cidre. La véritable spécialité de Saint-Étienne, c'est le vin rouge, non pas pour la production, mais pour la consommation. Les mineurs de fond en consommaient jusqu'à 7 à 8 litres par jour. La quantité a baissé, mais la tradition se maintient. Et si le vin rouge est une spécialité stéphanoise commune à beaucoup de cafés, la qualité de l'accueil est une spécialité du patron. Messieurs, qu'est-ce qui vous amène à vous retrouver dans un café de Lyon, par exemple, où nous sommes actuellement? Qu'est-ce qui fait que vous venez toujours au même endroit? C'est enregistré, non? Bien sûr. Mais nous, on est très bien. Ici, c'est notre café. Bon, on est très bien. C'est ça. On est très bien. On trouve les copains. Moi, c'est le mien. C'est ça. Vous dites c'est votre J'ai des café. copains, c'est mes Ouais, amis. c'est le café. C'est mon café. Mon chemin, il est 4 fois par jour ici, alors 4 fois je m'arrête. Oh, les copains, gentils, tout ça. C'est ça. Le soir, on boit l'apéro. Le matin, on boit le café. Les trolleybus nous arrêtent là, et alors on prend une correspondance à côté. Alors on est obligé de s'arrêter, là. On est obligé, non, mais enfin, vous voyez bien. J'aime bien venir boire mon verre ici. Je viens toujours. Il y a longtemps que je viens. Ouais, moi, je viens 4 fois par jour. Il y a du vin rouge. Il y a des bons canons, mais il n'y a que le patron. Il y a un patron sympathique, il y a un patron que le sympathique. patron. Le patron, quand il me dispute. Moi, ça fait rien. Ils sont bien aimables, bien gentils, tous les deux, le patron et la patronne. Et puis moi, c'est pour Madame Mercelier, Madame Irène, que je viens pour la retrouver, passer son café. Et vous répondez Est-ce que vous venez toujours ici? tout le temps. Eh bien, parce que vous savez, Paul Martini, il est bien beau. Il est meilleur qu'ailleurs. Et voilà. Et Mais- mon rouge. Le rouge. J'aime bien le patron, j'aime bien la clientèle. Et puis j'aime bien leur vin, il est bien bon. Et puis on a Gnocchi. Voilà. Et le petit rouge, là. Et moi, c'est les jus de citron que j'aime bien, là. Les jus de citron. Oui, ils sont bien bons. Et puis j'aime bien le garçon de café, Jean. C'est le Jean que j'aime bien. On peut évidemment se demander si cette ambiance bien sympathique des bistrots de Saint-Étienne n'est pas propice à un développement de l'alcoolisme. Si l'on prend des études officielles, un alcoolique sur 2 à Saint-Étienne boit au café. Dans l'autre cas, la boisson est consommée au travail ou chez soi. Par ailleurs, 7% de la population de Saint-Étienne boit l'équivalent de 2 litres de vin ou plus par jour et 80% en boit moins d'1 litre. Alors, l'alcoolisme est-il un problème? Je ne pense pas qu'il soit plus aigu qu'ailleurs. Je ne pense pas que le café soit un élément essentiel de l'alcoolisme dans les grandes villes. Il y a quand même d'autres raisons, je pense, d'autres motifs, si vous voulez, d'alcoolisme que ceux provoqués par le café. L'alcoolisme chez soi ou l'alcoolisme mondain? L'alcoolisme mondain, je pense, en particulier, les cocktails. À mon sens, on ne boit pas plus qu'ailleurs. Le pourcentage en alcool pur consommé à Saint-Étienne ne dépasse pas la moyenne nationale. Que fait-on quand même pour combattre l'alcoolisme? Il existe comme partout. Et il y a effectivement, de la part de la municipalité, une action en faveur des équipements sportifs, en faveur des espaces verts, en faveur de l'action menée pour l'environnement de la périphérie de la ville. Je pense au parc du Pilat, par exemple, dans lequel la ville de Saint-Étienne engage de gros frais. Je pense aussi aux actions qui sont menées sur l'ancienne commune périphérique de Saint-Victor-sur-Loire. Nous avons des plans d'eau. Il y a une action en faveur de l'environnement qui contrebalance, je crois,
C'est ce qu'on pourrait appeler une action de dissuasion. C'est une action de dissuasion, c'est très exactement. En tout cas, le café reste, pour les petits temps morts et les gens maussades, le lieu de rencontre privilégié. Tu veux bricoler dans les frais, dans les bois. Moi, en général, le matin de bonne heure, comme de bonne heure, moi, à 5 h du matin, je suis dans mon jardin. Là, je vais faire mon petit tour avec mon chien. Pendant l'hiver, vraiment, je suis ici. Je commence à aller faire mon tour. Il faut dire que les bistrots de Saint-Étienne sont remarquables par la diversité de leur accueil, de leur décor et de leur clientèle. Je retourne au jardin. Je fais en général le matin, parce qu'après-midi, il fait trop chaud. Ouais. Après-midi, je fais tout le temps au bord de l'Arche, là-bas. Ah oui, à la pêche. Ou bien dans les bois. On ne se rencontre pas nécessairement autour d'un pot de vin rouge. Jadis, les distractions manquaient, le café était un dérivatif quasiment obligatoire. Actuellement, on choisit. On vous dira que la taverne, entre autres, est le point de rencontre de la campagne et de la ville, où la clientèle de passage s'arrête le matin, les étudiants des facultés de lettres ou de droit pour la plupart, y faisant leur entrée vers midi. On y pratique une familiarité de bon aloi, aussi bien lors du thé de 5 heures qu'aux réunions des groupes de théâtre ou des associations sportives le soir. Mais beaucoup de cafés sont bien plus spécialisés. Comme toute ville universitaire, Saint-Étienne a ses bistrots étudiants. Parfois, comme ici, il y a eu reconversion de la vocation initiale du café. Capot, messieurs. Combien ? En d'autres lieux, sur la périphérie notamment, il y a eu création. Ainsi, le jaune est-il devenu l'annexe, comme on dit, de la faculté de médecine et de l'Institut universitaire de technologie. Je vais essayer de la bloquer, de la garder. Je vais essayer de la bloquer. 2 semaines. 2 semaines ou 2 terme ou 2 Oh, c'est bon. Moi, je fais des trucs, là. Un pour un. Bien joué. Oh, c'est bon. Détournement d'étudiants, changement de décor, tout simplement. Vous avez un grain de sucre? Ah oui, il y en a un autre. Les cafés de Saint-Étienne ne sont pas simplement les survivants d'une époque, les plus anciens ne sont pas forcément les moins jeunes. Madame, quelle est votre clientèle? Eh ben, c'est une clientèle en principe de jeunes. On a quand même un peu plus des gens plus raisonnables, mais enfin, en principe, ce sont bien des jeunes. Pourquoi ils ne sont pas raisonnables, les jeunes? Si, mais enfin, ils sont un peu exubérants. Mais enfin, moi, ils me craignent bien, ils m'écoutent bien. Alors, vous savez, quelquefois, quand ils font du bruit, je les engueule, et puis ça va, ça part. Mais enfin, ils sont gentils. J'ai une bonne clientèle, pas d'histoire, jamais d'histoire ici. Et à votre avis, qu'est-ce qui les attire ici? Eh bien, c'est-à-dire, ils ont une bonne ambiance, et puis ils boivent et puis c'est pas cher, vous comprenez? Ils boivent des petits citrons, des limonades, alors comme ça. Et on n'est pas obligé de leur dire toujours, renouvelez, là chez nous, c'est à la bonne franquette. Et je suppose qu'il doit y avoir quand même pas mal de bistrots pas chers à Saint-Étienne. Alors qu'est-ce qui vous amène ici plutôt qu'à un autre endroit? Non, d'abord, il n'y a pas tellement de bistrots pas chers à Saint-Étienne. Enfin, il n'y a pas que ça. Vous jouez avec vos clients? Ah, bien sûr, oui, quand il manque quelqu'un, je suis toujours là, moi. Moi, on m'appelle la baronne et le patron l'appelle le baron. Bien sûr, le bistrot, nécessairement, il y a la boisson. Mais de plus, c'est ce que je vous dis, en plus, il y a le cadre et l'amitié qui règne. Est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont utiles à la vie de la cité? Je pense pour ma part qu'ils sont très utiles à la vie de la cité. En France, des milliers de cafés ont eu les honneurs du journal officiel, des associations de toutes sortes les ayant choisis pour siège social. À Saint-Étienne, il y a souvent cumul. Gaëtan, vous savez que ce soir on a une réunion de la Vandoise.
pensé ce soir? Ah, mais oui, comme les premiers mercredis de chaque mois. Vous nous avertissez trop tard. Mais non, mais vous le savez, Gaëtan, on n'a pas à vous avertir, c'est pas d'office. S'il y a 20 ans que ça dure comme ça, il n'y a pas raison que ça continue pas. Mais Louis, mon petit, alors, vous avez quoi ce soir? L'Ange d'Air France. Ah, mais non, mais ça, il faut le reporter de toute façon. Ah non, Ce ben soir, voilà, c'est on reportera la réunion de la Ventoise. Vous les mettrez dans une autre salle. Vous les mettrez dans une autre salle, Gaëtan. Bon, bah écoutez, avec nos 3 salles, on fera quelque chose. Siège officiel de société de pêche, c'est aussi le carrefour de la politique et des arts. Le café de Flore stéphanois, en quelque sorte. Ce qui est intéressant ici, c'est ce brassage, si vous voulez. On rencontre l'architecte, l'avocat, l'ouvrier. Il y a tout le monde. Évidemment, éventuellement, le député maire. C'est le grand salon où l'on cause. Voilà. Saint-Étienne a ses chansonniers, ses poètes. Le docteur que j'ai n'est pas agrégé, il n'a ni cordon ni grade, il est détesté de la faculté, il guérit tous ses malades. Non, depuis près de 100 ans, c'est chez Rizzi que s'expriment les sociétaires du caveau stéphanois. Et qui fait le vin d'Argenteuil et de Champagne. Quel plaisir de boire l'élixir du docteur Grégoire, du fameux docteur Grégoire. La vie des cafés stéphanois est faite d'habitués, d'habitudes et de rites. Ce bistrot sans alcool constitue, en dehors des sorties, la principale détente des 700 pensionnaires de l'hôpital de la Charité. C'est leur récompense. Les petits travaux manuels qu'ils effectuent pour s'occuper leur donnent droit à des tickets et des tickets à la cafétéria. Les amicales et autres sociétés ont elles-mêmes parfois leurs propres installations, le haut du pavé étant tenu par le grand cercle, fermé par définition, et accessible à qui dûment parrainé est admis à la majorité des 2/3. Les amicales laïques, tout comme les cercles paroissiaux, ont créé ce qu'on appellerait maintenant un complexe de loisirs avec cinéma, bibliothèque, voire terrain de boules et de sport, et bien sûr le bistrot doté de la licence 4, la plus étendue. Le règne des amicales laïques n'est pas terminé. Leur nombre progresse à Saint-Étienne où elles sont actuellement 18. L'amicale laïque de la Richlandière, ici, rassemble des adhérents de 6 à 89 ans. Né en 1922, le billard club de Saint-Étienne, un des tout premiers clubs français, est maintenant dans ses murs.
sais pas. Au départ, tout se passait dans un café de la place de l'Hôtel de Ville. À présent, le billard club partage ses salles avec les philatélistes, les basketteurs et les parachutistes, mais tout le monde peut y consommer. C'est un lieu public où chacun peut profiter dans la limite des places disponibles, des installations et jeux de l'association. Le libre accès au bar d'une association est également un moyen de redorer son blason par un apport d'argent frais. Les baveux, entendez par là les adeptes de la sarbacane, ont ainsi leur public, même à l'entraînement. Je pense que si les gens choisissent leur consommation, en prenant des boissons non alcoolisées, telles que des jus de fruits ou des eaux de toutes sortes, eh bien, ce n'est pas regrettable qu'il y ait des cafés, car ils sont utiles dans la vie d'une cité, ils permettent des rapports faciles. Néanmoins, il est évident que nous devons surveiller dans les cafés l'application de la législation en vigueur, par exemple par rapport à l'alcoolisme des mineurs. Je dois dire que dans quelques cas, le comité a même demandé la fermeture de certains établissements qui ne respectaient pas cette loi. Nous avons un contact permanent avec l'industrie hôtelière, mais qui nous met en garde de ne pas servir d'alcool aux mineurs. Il est certain qu'il se trouve encore des cafés qui servent des boissons alcoolisées aux jeunes. Évidemment, ceux-ci savent à quoi ils s'exposent, et peut-être pas toujours. Pourtant, Dieu sait s'ils sont informés de ce côté-là. Personnellement, enfin, je ne suis pas alcoolique, mais je sais pas. Qu'est-ce que vous buvez dans un café? Il m'arrive très souvent de boire des rouges. C'est moins cher que le reste. Enfin, pas uniquement. Moi, je ne vais pas dans les cafés pour me saouler. Il est certain, et ça, je m'insurge un peu là-dessus, parce que les boissons non alcoolisées sont un peu chères, c'est évident. Bien que je pense que c'est pas forcément dans un bistrot que le gars va boire de l'alcool. Les boissons sans alcool sont maintenant les plus vendues, mais l'alcool chez les jeunes fait toujours davantage de ravages que la drogue. Il est à l'origine des bagarres dans la rue, à la sortie des bals, et quand un homme est arrêté pour un délit provoqué par l'ivresse, le patron du café où il a bu est rarement convoqué au tribunal. Dans ce sens, il pourrait y avoir répression. Pour le reste, c'est une question d'éducation et de choix dans les loisirs. Lieu de rencontre relativement nouveau en France, les maisons des jeunes, une douzaine à Saint-Étienne, offrent des salles de réunion, des bars où l'on boit des jus de fruits et des activités choisies généralement par les jeunes eux-mêmes. Parfois même, l'intérêt d'un groupe arrive à se cristalliser sur une activité qu'il réussit particulièrement bien, et ce qui était un simple loisir au départ prend un sens nouveau, avec un esprit d'équipe. Outre le cinéma, la Maison de la Culture et des Loisirs a été construite pour proposer aux Stéphanois des spectacles lyriques, du théâtre classique ou plus avancé avec la Comédie de Saint-Étienne, et pour offrir à tous des distractions manuelles ou physiques. Les divers ateliers font recette, mais la vocation d'une Maison de la Culture est d'être également un forum. Les conférences et débats organisés ne manquent pas, mais la Maison de la Culture et des Loisirs apparaît à certains comme une tour d'ivoire inaccessible. Je ne partage pas ce point de vue. Je pense que c'est un
Un établissement, c'est un monument de la ville, c'est un haut lieu de la ville, si vous voulez, où chaque tendance, à condition que les gens qui y viennent respectent le patrimoine commun, la Maison de la Culture a coûté fort cher à l'ensemble des contribuables, et il est normal que tous ceux qui y viennent respectent les installations qui ont été faites. Moyennant quoi, moyennant cette courtoisie, ce respect du bien public, tout le monde y est admis, quelle que soit sa philosophie. D'autre part, on avance aussi un chiffre de 800 millions pour la Maison de la Culture et certains jeunes encore disent est-ce qu'il ne serait pas souhaitable d'avoir davantage d'animateurs de quartier, peut-être davantage de maisons de jeunes, mais surtout davantage d'animateurs. Qu'est-ce que vous pensez faire? C'est une question qui peut se discuter, mais je pense, si vous voulez, que l'effort de la ville pour ces diverses activités est proportionnel finalement à l'importance de chacune d'elles. On ne peut pas comparer le budget de la Maison de la Culture, budget qui est en partie compensé par des recettes qui ne sont loin d'être négligeables, avec le budget d'une maison de jeunes. Est-ce que vous pensez souhaitable néanmoins d'augmenter le nombre d'animateurs de quartier? C'est fonction des ressources de la ville, mais je pense effectivement qu'il est souhaitable dans la mesure où on le peut. Il reste qu'en maison de jeunes ou à la Maison de la Culture, l'animation ainsi créée peut être comparée à une prothèse pour pallier l'absence d'activité jadis normale, demandant une forme physique ou une habileté manuelle aujourd'hui bien diminuée. La création elle-même doit être suscitée. Cela est d'ailleurs nécessaire et tout l'art des animateurs consiste à suggérer. Mais il est en fin de compte bien difficile de comparer ces activités nouvelles, ces points de rencontre balisés, aux activités spontanées, et de penser que des maisons de la culture ou des maisons de jeunes pourront remplacer les bistrots. Non, je ne le pense pas. Elles ne sont pas complémentaires non plus exactement. Je pense qu'elles seraient plutôt parallèles. Et la maison de jeunes pourrait remplacer avantageusement le bistrot, et des activités doivent remplacer la consommation qu'on doit prendre. Ce sera la poterie, ce sera le photoclub, ce sera... Mais je pense que c'est une vision un peu idéalisée de la chose, puisque jamais la création de multiples MJC ne remplacera le bistrot et ne liquidera le problème de l'alcoolisme. A l'inverse, le café n'est pas le seul lieu d'animation spontanée. L'animation d'une ville est un tout. Moi, je pense que l'animation d'une ville, c'est l'affaire de tous ses citoyens. Nous sommes un grand village, Saint-Étienne. Nous souhaitons que les initiatives viennent vraiment de la base, et à partir du moment où elles sont reconnues comme étant de valeur, elles sont aidées. En fait, la force du bistrot est de constituer un lieu d'animation permanente, parfois même s'il est vide. Il suffit de la gaieté, du franc-parler, de l'attention complaisante d'une seule personne. Je suis persuadé que le jour où le baron et la baronne disparaîtront, même si d'autres prennent le bon pichet, ce ne sera plus le bon pichet, puis c'est tout. J'ai fait ça toute ma vie, vous comprenez? Moi, j'ai commencé dans le café, j'avais 23 ans. Et j'en ai 73. Alors, vous vous rendez compte, ça fait 50 ans que je suis dans le métier. Alors, on ne peut rien m'apprendre, hein? J'ai ça dans le sang, moi, hein? Alors, maman elle tenait un bistrot, j'ai vécu dans cette ambiance et je l'ai toujours conservé pour moi, et moi, c'est ma vie, là, vous comprenez? Et je crois que le jour où je partirai, je ne sais pas si je serais vraiment ennuyé, et je crois que ce serait la fin, quoi. Je crois que je... Vous pensez vraiment que vous partiriez? On ne sait pas, mon petit. Tant que je pourrais tenir, c'est qu'à mon âge. Vous vous rendez compte, le travail que je me farcis, là? À 73 ans, il n'y en a pas qui le ferait. Oui, j'ai l'impression qu'il vous a conservé, ce travail. Ah je crois, oui, c'est ce que le docteur me dit, c'est ce qui vous a conservé jeune. C'est pour cela que des bistrots accueillent encore les hommes là où ils cherchent l'évasion. C'est pour cela qu'il manque dans les cités modernes, car à l'exception des cafés préservés par les constructions, en règle générale, il ne peut être servi de boissons alcoolisées à moins de 100 mètres d'un bâtiment public, et c'est ainsi que le préfet de la Loire a été conduit récemment à ramener de 100 à 50 mètres la distance minimum dans une zone de rénovation urbaine. Le bistrot fait encore partie de la vie quotidienne de beaucoup, et il reste pour certains l'un des seuls moyens de communication. Voilà, on est sûr de trouver des Espagnols, des copains à nous, enfin des collègues. Les soirées, elles se terminent tard, quelquefois? Il y a beaucoup de fois que Maria nous jette à la porte, mais... Qu'il y a quelques fois que tu nous jettes à la porte. Il y a quelques fois... Pourquoi? Les voisins, non?
Mais quelquefois, vous restez bien tard. Dans ces cas-là, comment ça se passe? Elle est des souches espagnoles. D'ailleurs, elle parle l'espagnol très bien. Elle fait un repas espagnol, la paella par exemple, elle fait très bien. Et d'ailleurs, tout le monde, on se retrouve ici, les Espagnols surtout. Il y a aussi beaucoup de Français. Le samedi, on se retrouve pour voir les copains. C'est pas même pour toi-même, pas pour t'amuser un peu, quoi. Pour t'amuser, pour sortir de toi-même et de ton boulot.